Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 8 juillet 2024 à Ottawa, dans le Canada. Je suis Yerem et pour m'accompagner dans cette analyse post-Money in the Bank, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yerem, salut tout le monde. Comment ça va ? Ça va. Alors, comment ressors-tu un petit peu de ce Money in the Bank, ce week-end de catch complètement fou? Allez, rapidement, hein. Je sais que tu sais pas faire, mais rapidement. Écoute, très heureux de ce pay-per-view qui m'a globalement enthousiasmé. Et allez, si je devais ne dire qu'une seule chose, parce que je pense que c'était peut-être le plus important, c'était que, écoute, il faut jeter les fleurs quand elles sont, enfin, il faut donner ses fleurs quand c'est mérité. Et je pense que c'est la première fois, et peut-être, j'espère pas la dernière, que je dirais ça, mais j'ai trouvé que le Money in the Bank féminin était absolument incroyable et pour moi c'était un peu du jamais vu parce que j'ai toujours eu énormément de mal avec les matchs à stipu féminins que j'ai toujours trouvé forcés, mal bookés, mal exécutés, qui devaient quand même leur place énormément à cette tendance maintenant actuelle qu'il faut qu'absolument que les filles fassent tout comme les garçons. Elles ont eu leur Royal Rumble, Égalité des chances, mais oui, égalité des chances. Écoute, c'est important évidemment, mais jusqu'ici, voilà. En tout cas, moi, j'ai jamais considéré qu'elles avaient montré les arguments pour mériter cette confiance un peu qu'on leur donnait. Et ben, écoute, tout ça a été balayé ce samedi puisque. Écoute, j'ai trouvé que c'était le meilleur Money in the Bank féminin. Déjà, ça, de l'histoire, incontestablement. Mais c'était aussi le meilleur Money in the Bank de la soirée. Et alors ça, c'est quand même pas banal. Donc bravo à elle, absolument monstrueux. Il y avait tout ce qu'il manque d'habitude, à savoir de l'intensité, de la prise de risque, juste de la belle production, quoi. Il n'y avait pas ce côté chorégraphié. Elles s'attendaient les unes après les autres pour enchaîner leurs petits spots et à botcher dans tous les sens. Non, c'était. D'ailleurs, je crois que les commentateurs pendant le broadcast ont dit bon. Évidemment, ils sont dans leur rôle, il faut qu'ils vendent le truc à fond, mais ils ont dit un truc très juste, qui était que il y avait une sorte de tension dans le stade et de presque tout le monde retenait son souffle pendant ce match. Il y avait vraiment ce sentiment de on était presque inquiète pour elle et c'est ce qu'on attend dans des matchs comme ça, c'est qu'il y ait ce réalisme qui prenne le dessus et qui se disent mais jusqu'où elles sont prêtes à aller pour décrocher cette mallette. Et donc écoute, bravo, voilà, bravo aux femmes, indépendamment de tous les autres matchs de Money in the Bank. C'était une véritable réussite et voilà, ça méritait d'être dit. Waouh, et ben un plaidoyer en faveur de la femme dans le catch, écrit et narré par Giscal dans un épisode de Catch Up. On l'aurait pas entendu, on l'aurait pas cru, au point qu'il en a complètement oublié, que ça a éclipsé l'annonce de John Cena, visiblement, que Giscal n'a même pas retenu. Il l'a déjà oublié, tellement il était c'était évidemment exceptionnel, mais bon, là je peux faire 1 heure là-dessus, donc c'est... Et puis on a toute l'année, visiblement, d'après lui, d'après ce qui a été dit, on a toute l'année 2025 pour en reparler de John Cena. John Cena, et il y a un homme qui l'a mentionné quand même, cet homme c'est CM Punk, qui ouvre le show au Canada, CM Punk, donc qui a fait le voyage pour évidemment mettre des bâtons dans les roues d'un Écossais que vous connaissez bien. Il fait un petit big up à John Cena, il le félicite, il ne pensait pas le faire un jour, mais bravo John. Et évidemment, tout le monde va commencer à se placer, tout le monde va commencer à essayer de se booker pour un match face à John Cena. Je crois, toi, Giscal, que déjà, tu as envoyé ta petite vidéo promotion pour réussir à avoir une petite place réservée si jamais il passe par la France dans la tournée internationale d'adieu, évidemment, de John Cena. McIntyre a été suspendu après ce qui s'est passé post-show où il a mis un coup de coude malheureux à Adam Pearce, si vous avez vu la vidéo. C'était terrible, c'était sous le coup de la colère, évidemment, il n'a pas fait exprès. Mais bon, quand même. Il a été donc suspendu, l'Écossais. Punk, lui, il veut se battre, il veut que ça se termine, cette histoire avec McIntyre, que ce soit dans un ring, entre les cordes ou n'importe où, que ce soit à Glasgow ou Canada, peu importe. Bon, ce soir, c'est pas possible, et donc il est prêt même à demander, jusqu'à la demander à Adam Pearce de retirer la suspension, d'annuler
d'annuler la punition, tout simplement. Parce que le public, Et tout oui, comme quel CM coquin. Punk, veut voir la bagarre. La bagarre. Et là, la musique de Seth Rollins débarque, et non pas celle d'Adam Pearce. CM Punk s'installe tranquillement sur la table des commentateurs, et c'est parti pour la grosse promotion croisée entre Seth Rollins et CM Punk. Rollins donc qui commence un peu à envoyer des petites bananes à CM Punk. Il dit bah voilà, t'as peur que je te botte le cul. Donc CM Punk commence à venir pour écouter ce que lui a à dire Seth Rollins, l'homme qui n'est pas redevenu champion du monde poids lourd. En fait, Seth Rollins, il lui reproche à CM Punk d'être une fois de plus centré sur sa petite personne au point d'oublier que ses actions ont des conséquences. C'est un peu ce qu'a dit d'ailleurs CM Punk tout au long de sa promotion d'ouverture. Les actions ont des conséquences. Les actions de Drew McIntyre ont des conséquences, et ça, les conséquences avec CM Punk, elles peuvent être très très lourdes, et Seth Rollins lui retourne un petit peu le compliment en lui disant, écoute, tes actions ont des conséquences aussi, puisque c'est un peu par ta faute aussi si je suis pas ressorti champion du monde de mon match face à Damien Priest. Donc voilà, il faut que tu sois un petit peu, t'es un égoïste, et puis malhonnête finalement. Alors CM Punk finit par s'adoucir et il lui dit écoute je vais faire quelque chose que je pensais jamais faire mais je vais m'excuser, voilà, je m'excuse pour si je t'ai perturbé, voilà, si j'ai eu Ouais, pour le mal que je dommages t'ai collatéraux. fait, quoi. Les dégâts collatéraux. Voilà, dommage que voilà, donc on tourne autour du pot, mais on lui arrache de la bouche quand même, mais il le fait quand même. Il fait amende honorable, comme on dit, notre ami de Chicago. Mais voilà, pour cette chronique, c'est pas vraiment encore suffisant, mais il le dit, voilà, à Punk, quand t'auras le feu vert des médecins, il n'attend qu'une chose, c'est de le renvoyer à la retraite, tout simplement, parce que les actions ont justement des conséquences. Si j'oublie des lettres, forcément, ça n'a pas la même signification, c'est important. Non. Et il s'en va, Seth Rollins, en laissant finalement un CM Punk qui était très fort lors de son opener, qui se positionnait un petit peu en justicier. Voilà, les actions ont des conséquences, disait-il à Drew McIntyre. Et voilà que ça s'est retourné contre lui, avec un Seth Rollins Et oui. voilà, qui lui a fait goûter un petit peu de sa potion. Là. Eh oui, très intéressant tout ça. Ah non, mais écoute, magnifique promo, tu l'as dit. C'était super sympa. Moi, il y a énormément de moments dont tu as parlé. Il y en a un, dès le début d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé parce que quand Seth Rollins est arrivé, il y a CM Punk du coup qui est en rentrant dans en rentrant dans le ring, il y en a qui dit. Et c'est sympa parce que c'est vrai que ça faisait un moment depuis. On sait que avant WrestleMania, avant le Royal Rumble. Seth Rollins était a priori destiné à affronter CM Punk. Ils avaient largement commencé leur histoire tous les deux. Ouais. Et on attendait qu'une chose, c'est sûr que c'est qu'ils la reprennent aussi cette histoire. Et il y avait eu ce petit début de promo où CM Punk dit, je sais plus exactement comment il le dit, mais grosso modo c'est souviens-toi quand même la dernière fois qu'on avait parlé ensemble, je t'avais bien précisé que c'était la seule et unique fois que tu me manquerais de respect, donc j'espère. Choisis tes mots avec beaucoup d'attention. Bien tes mots. Ouais, choisis bien tes mots et on pourra discuter. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez drôle. Et globalement, c'est ça qui est génial, c'est que j'ai envie de croire. Et il y a eu beaucoup de reports sur la question. J'y accorde généralement quand même très peu de crédit, mais on sent une animosité entre les deux qui, je trouve. Et difficile de ne pas considérer légitime. Enfin, il y a une sorte de tension naturelle entre ces deux-là qui rend du coup le segment particulièrement prenant, intense et réel. Et qui me le fait d'autant plus apprécier parce que ça montre aussi que c'est deux immenses professionnels. C'est-à-dire que on a potentiellement deux mecs qui peuvent vraiment pas se sentir, mais qui font quand même un travail en promo face à face de ouf. Sans se trahir l'un l'autre en quelque sorte, sans aller dans le business pour eux-mêmes comme disent les ricains. Et je trouve que ça transpirait notamment quand il y avait CM Punk qui cherchait un petit peu ou qui tournait autour du pot avec ses excuses et qui lui dit, parce qu'il y a Seth Rollins qui avec son air narquois, CM Punk qui lui dit regarde-moi
tu sais, quand je te parle, je suis en train d'essayer de m'excuser, tu comprends? Ouais. Non, mais j'ai trouvé que c'était assez fort parce que je pense que c'est le genre de truc où ça peut être des petites lignes hors script qui je trouve, donnent énormément de puissance un peu Ouais. au segment. Non, bah écoute, voilà, globalement super taf, belle profondeur parce que tu l'as bien rappelé. Bah voilà, CM Punk était obnubilé par Drew McIntyre, de la même manière que Drew McIntyre était obnubilé par CM Punk. Et là, d'un seul coup, voilà, on raccroche les wagons entre les deux. Et cette bascule bah, il a joué vraiment sur la promo d'ouverture. Les actions ont des conséquences. Bah ouais, bah Coco, tes actions aussi ont des conséquences. Et d'un seul coup, bah, CM Punk, il s'est mis dans un petit guêpier là parce que bah, non seulement il a Drew McIntyre aux fesses, alors il le prend avec plaisir parce que il veut même lui poursuivre la bagarre, donc il a pas peur de Drew McIntyre. Mais voilà, ce qu'on apprend quand même, c'est que bah il va aussi avoir dans le rétroviseur maintenant Seth Rollins qui peut lui causer des noises et qui a quand même dit que dès qu'il serait clear, comme tu l'as bien rappelé, Seth Rollins sera ravi de le remettre, enfin de le mettre à la retraite, quoi. Donc des mots qui sont mine de rien assez forts. Donc voilà, écoute, on a bien relancé ce programme et puis en créant finalement cette danse à trois qui là aussi annonce des programmes estivaux très sympas. Ouais, ouais, ça c'est vraiment, j'ai adoré, tu l'as dit, une intensité, une polarisation très forte, hein, très naturelle entre les deux hommes, tu l'as dit, on sentait, la tension était physique, quoi, tu la ressentais, on peut la ressentir voilà, dans ton corps, quoi, c'était vraiment bien fichu, et j'ai adoré le fait que, oh, tout d'un coup, enfin, on reconnecte, enfin moi ça y est, je me suis déjà projeté dans WrestleMania de l'année prochaine, quoi, tout d'un coup, toi, avec un Punk versus Seth Rollins, dont on nous avait privé, et effectivement, enfin, c'est super bien écrit, c'est super intense, pour les deux hommes. Allez, je vais passer directement à notre Jey Uso versus Chad Gable, un match qui va être remporté par Jey Uso, un match interrompu par les Wyatt Six, par les lumières des Wyatt Six, les lumières qui s'éteignent. Gable qui est en train de placer un ankle lock sur Jey Uso, et Jey Uso qui en a profité pour placer son spear sur Chad Gable et qui se barre en disant ouais, c'est pas mes c'est pas mes oignons, moi je veux rien avoir avec cet arrêt des Avec le Wyatt petit Six, ça c'est hit. trop cool. Ouais. Elle fait un petit hit et puis il s'est barré, excellent, excellent. Chad Gable lui, bah il a pas eu le temps de s'enfuir et la fumée s'élève, envahit le ring. euh, Nikki Cross, donc Abby the Witch, là, qui est incarné par Nikki Cross, sort de dessous du ring et remet une nouvelle cassette à Pat McAfee qui est de retour, hein. La cassette, on la découvre un petit peu plus tard, grâce évidemment à notre magnétoscope. Une cassette, voilà, où on sort des séances de psy euh, assises dont on avait eu droit les 2 semaines passées. On a tout simplement Bo Dallas qui discute quand même toujours avec Oncle Audi, qui lui demande de parler de sa famille. Il dit bah voilà, ils ont été oubliés, sa nouvelle famille, hein, les Wyatt Six. Ils ont voilà une mission, une raison d'être dorénavant, et ils sont heureux. Voilà, c'est une famille heureuse, une famille retrouvée. Et pendant ce temps-là, on a un aperçu de tous ces personnages de cette faction et dont on dévoile les véritables visages. Ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa en surimpression. Donc, on a vu Eric Rowan, Joe Gacy, on a vu Nikki Cross, et on a vu donc Dexter Lumis qui incarne donc les 4 membres des Wyatt Six en plus de Bo Dallas qui est donc Uncle Howdy. Et donc, ils doivent dorénavant se libérer afin de continuer. Et Bodalas demande s'ils sont toujours malades, et l'oncle Claudie lui dit oui, vous êtes toujours malade, vous êtes toujours sick. Et Bodalas dit bah attends, ok, bah dans ce cas-là on est malade, on est vraiment les Wyatt Six. Après cette vidéo cryptique dont on raffole évidemment ici, on a une petite séquence, Jessica, justement avec Chad Gable, hein, qui a perdu son match, qui croise Adam Pearce, il dit les Wyatt Six en ont après moi, faudrait peut-être faire quelque chose, la sécurité ici, c'est des gros nazes. C'est vrai que ça fait quand même 3 semaines à chaque fois, la sécurité, de façon très magique, s'évanouit quand apparaît la faction démoniaque. Et au moment où Adam Pearce entre dans son bureau, voilà, un autre twist, Bo Dallas est là,
et Bo Dallas, donc, qui tourne la tête. Je sais pas toi, mais que ça soit dans cette séquence ou dans la vidéo, mais enfin, on voyait Bray, quoi. On voyait Bray Wyatt Ouais, sur le visage ouais, de son frère. ouais, Incroyable. ouais, ouais, clairement, clairement. Et puis la façon, son relooking, enfin, qui est évidemment, je pense, enfin, hommage à son frère, hein, que ce soit les boucles d'oreilles, la barbe, la coiffure. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est là où tu vois qu'il se ressemble quand même pas mal. Non, non, bah oui, Il y oui, a un air, clairement. il y a un air de famille. Il y a un air de famille, ouais. Non, non, bah écoute, clairement. Alors, ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé ce petit twist final. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que je serais quand même resté un peu sur ma faim cette semaine. Mais ce petit twist là d'apercevoir un peu par un trou de souris, presque subrepticement, on a presque l'impression qu'on n'aurait pas dû Ouais. le voir dans le bureau d'Adam Pierce. Donc c'était assez, ça c'était assez sympa et assez excitant parce que du coup, on se demande bien. Ah oui, ça génère des questions. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon bah voilà, on saura. Voilà, là, je trouve avec ces 3 petites secondes, voilà, là, on a généré un petit peu des questions pour la semaine prochaine, parce que sinon, écoute, voilà, moi, j'étais, c'est vrai que quand il y a eu l'intervention à la fin du match, je dis oh là là, encore. Bon, j'étais un peu blasé. Je trouve Ouais. qu'on à tel point que je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, mais moi quand j'ai vu Jey Uso contre Chad Gable, j'étais totalement désintéressé du match parce que il y avait pas, enfin, on savait pertinemment qu'il allait avoir une interruption, quoi. Mm. Et donc on attendait. Voilà, encore une fois, la fumée, la cassette. Bon, je trouve que voilà, attention, c'est un petit peu ce que je redoutais quand même avec le début le début de ce clan. C'est que ça peut, ce type d'angle peut quand même assez vite s'essouffler et après le gros bang initial et puis notamment la semaine qui a suivi avec la vidéo inaugurale que j'avais trouvé absolument fantastique. Bon, écoute, voilà, ce système de VHS qui continue à raconter petit à petit, on va dire, l'histoire, la genèse hein, de ce clan, c'est sympa. Mais voilà, encore une fois, si on en était resté à la cassette, je sais pas si c'est ça qui me ferait dire oh, vivement la semaine prochaine pour avoir une autre cassette, quoi. Non, Voilà, non, je pense non, qu'il y clairement. a, on touche un peu du doigt les limites du truc, et aussi, bah, on commence un peu à être en vase clos. Alors c'est pour ça que je suis content, voilà, que Adam Pearce rentre un peu dans la danse d'une certaine manière, parce qu'on commençait un peu à rentrer dans un vase clos il faut se remettre dans le contexte, le début de Wyatt Six. Mec, ils ont défoncé les coulisses du show. Ils ont laissé pour mort tout un tas du staff. Ils ont ruiné la Gorilla Position, machin, machin. Et c'est vrai que depuis 3 semaines, bah en fait, on a presque l'impression que, hormis et d'ailleurs, bon, ok, c'était rigolo, mais je sais pas si ça sert forcément l'histoire que Jey Uso prenne ça un peu à la rigolade comme ça. Mais c'est vrai que hormis Jey Uso qui est vite fait un peu dans le délire, bah en fait, ils interagissent que avec Chad Gable et le reste de l'émission bah en fait c'est comme s'il n'existait pas quoi. Donc Ouais. voilà, je suis un petit peu gêné par ces trucs-là. J'espère vraiment que voilà ce petit twist final va nous apporter des développements concrets pour les semaines qui viennent. Ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, de toute façon, voilà, le match, effectivement, c'était juste une musique d'attente. Voilà, t'es dans ta salle, d'attente, tu regardes la bande-annonce en attendant que le film commence. Le gimmick de la cassette, ouais, enfin, clairement, effectivement. Un, 2, 3, c'est bon, je pense qu'on peut, on va pouvoir s'arrêter là. Je pense, voilà, les VHS, on va pouvoir s'arrêter là. Mais malgré tout, quand même, ce petit twist, de la même manière que les semaines précédentes, il y avait toujours un petit twist, voilà, qui faisait que finalement la cassette c'était presque anecdotique. Ce qui comptait, ce qui était important, c'était de voir ce qu'ils allaient faire en plus. Et là, le fait qu'on voit Bo Dallas en chair et en os dans le bureau de la direction avec prêt à parler avec Adam Pierce, pour moi, c'est vraiment c'est le truc que j'ai retenu, parce qu'il faut dire que Oui, j'avais de la oui. frustration après le match. Je m'attendais à peut-être voir le clan arriver. Je m'attendais à ce qu'il se passe autre chose. Et quand j'ai vu Nikki Cross sortir avec sa boîte, son colis Amazon, toi, je fais d'accord. Toi, ok. Et puis surtout, toi, il donne la cassette, ça met encore du temps, faut attendre et tout. Enfin bon, c'était pas excitant, c'était pas excitant. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que il y a malgré tout un décalage entre la façon iconique dont ils sont arrivés, quoi, et aujourd'hui, quelle a l'air d'être la route
ils empruntent effectivement Chad Gable. Ok, c'est une cible idéale par rapport à leur mission qui se sont donnée. Mais tu t'attends effectivement qu'avec un tel clan, personne ne soit à l'abri, quoi. Ce sentiment de danger n'est pas là, en fait. Comme tu l'as dit. Ouais, non, en effet. Et ce n'est pas aidé effectivement par un Jey Uso qui est le ressort comique, qui est devenu le ressort comique d'une histoire qui n'en a pas besoin, quoi. Donc ouais, attention, attention. J'y vais avec un peu de. Je suis comme toi, hein. Je suis curieux, mais petite crainte, quoi. Attention. Petite crainte de la façon dont ils vont traiter ça. Ok, ok. Je crois que tu avais quelque chose à rajouter, mais Ah visiblement non, non, non. non. Non, je pensais que tu allais enchaîner, mais non, non, non. Ouais, bah, et si on On est enchaînait, d'accord, on est d'accord. Giscard Allez, D'accord, enchaîne. d'accord. Enchaînant. Je garde le Judgment Day pour un package. Je vais tenter de Un petit garder un paquet package violet. un package violet pour notre main event. Bronson Reed versus Pete Dunne. C'est un match que nous avons, auquel nous avons eu droit, notamment après une interview de Sheamus, qui fête ses 15 ans de carrière à la WWE, jusqu'à 15 ans. Ce bon vieux Sheamus, voilà, qui a toujours la forme, malgré ses petits écarts qui n'ont duré pas très longtemps. Donc, il connaît bien le business. Voilà, les jeunes qui ont les dents longues, ils veulent prendre des raccourcis, mais pour arriver à faire des banger after banger, il faut voilà toute l'expérience de l'Irlandais. Bronson Reed justement débarque, il vient chauffer Sheamus en disant voilà t'es le passé, moi je suis le futur, je suis le présent, je suis le futur. T'inquiète, l'autre il dit vas-y, il veut se chauffer, l'Irlandais lui dit t'inquiète, ton tour viendra, mais je vais d'abord m'occuper de ton petit pote Pete Dunne. Il faut savoir, c'est que le pote à Pete Dunne, donc Tyler Bates, est sur la touche. Il est à l'infirmerie, donc Pete Dunne se retrouve un peu solo. Mais j'ai trouvé ça pas mal qu'on raccroche un peu les wagons avec entre Sheamus et Pete Dunne, parce que j'avais trouvé on était vite passé à autre chose avec les Brawling Brutes. Leur chemin s'était un peu séparé de façon un peu brutale et voilà, sans grandes émotions. Et ben là, on raccroche un petit peu les wagons justement suite à la victoire de Bronson Reed sur Pete Dunne dans un bon match où Pete Dunne a fait parler le Bruiserweight qui était en lui et Bronson Reed le monstre avec son tsunami qui vient coucher l'Européen pour le compte de 3 derrière Bronson Reed qui veut passer à tabac Pete Dunne et Sheamus qui vient chasser Bronson Reed. Et au moment où Sheamus veut un petit peu réconforter son vieux pote Pete Dunne et le réconforter, ouais, Pete Dunne, il le refuse, il s'en va, il se barre, il est pas content, il a perdu. Et puis peut-être que je pense qu'il est pas très content voilà, ils sont pas quittés en bons termes, j'ai l'impression. Toutes les choses n'ont pas été dites entre Sheamus et Pete Dunne, et du coup, moi, j'ai bien aimé ce petit angle-là, finalement. Eh bah oui, écoute, voilà, on est typiquement dans la low card, tu vois, enfin la low card pour Sheamus c'est dur, mais enfin, en tout cas voilà, dans le liant de show hors des grosses affiches qui je trouvais assez enthousiasmant à Raw depuis ces derniers mois, à savoir que voilà, chaque petit segment apporte toujours son lot de développement modeste, mais de développement. Voilà, il y a eu un petit segment backstage pour booker ce match qui en plus prévoit un Bronson Reed Sheamus pour la semaine prochaine, si j'ai bien suivi. Et puis en même temps, on raccroche un peu les wagons entre Pete Dunne et pour le passé Brawling Brutes de Sheamus. Donc écoute, tout ça est bien. Sheamus, voilà, qui continue à bosser, on va dire intelligemment un peu pour les petits jeunes du roster. Donc tout ça se suit. Tout ça, je suis bien. Voilà, c'est de l'histoire de B, quoi, on va dire. B storyline qui est très bien pour la télé. Attends, c'est difficile de pas parler du Judgment Day tellement ils sont partout. Du coup, on va parler de Sami Zayn. Sami Zayn, le champion intercontinental, le Canadien. Non, mais c'est vrai, à chaque fois, je dis je vais garder le Judgment Day pour la fin. Et en fait, ils sont tellement partout. C'est difficile. Sami Zayn, qui est donc toujours notre champion intercontinental. Ici, au Canada. À Toronto, il a battu Bron Breakker. Force, rapidité, explosivité n'ont pas suffi puisque Sami Zayn c'est un vétéran, il n'est plus l'underdog ultime, il est un champion Giscard. Et ça c'est intéressant comme discours parce que justement oui, c'est vrai. avec l'ami Raphaël c'était un petit peu ce qu'on avait reproché au match du week-end.
C'était ce côté Sami Zayn qui a ce personnage d'underdog qui finalement nous continue à produire le même type de match. Un petit peu face à ses rivaux qui sont toujours des gros costauds, voilà, face à l'adversité, il Oui, arrive en oui, tant oui. que David face à Goliath, mais il gagne tout le temps, donc il est plus l'underdog, c'est terminé, il est le champion, peu importe qui est en face. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa comme on va dire, comme réflexion hein, de la part du Canadien qui réfléchit Oui, beaucoup, hein, oui, il oui. réfléchit beaucoup ce Canadien. Marque de respect finalement un petit peu hein, face à Bron Breakker. Bron Breakker qui débarque et qui vient lui montrer justement son respect. Il lui dit bah écoute, t'as pas de raison de me refiler un rematch. Donc je commence à réfléchir à propos de ça et je me suis dit que là boum, le spire. Oh là là, le spire est parti. Oh le malin, oh le futé, oh le roublard. Bron Breakker qui a explosé Sami Zayn à grands coups de spire, il lui en fout un deuxième et derrière c'est Ilya Dragunov hein, qui vient sauver le Canadien. D'ailleurs derrière on aura droit à un match entre Ilya et Bron Breakker qui sera remporté par Bron Breakker suite à une disqualification puisqu'il lui prend une chaise et il tabasse Ilya Dragunov dans un match encore complètement fou, hein, tellement violent que Dragunov a fini avec une jambe coupée en deux, hein, il pissait le sang là, c'était assez incroyable. C'était voilà, des gutbusters, des dropkicks dans tous les sens, des clotheslines énormes. Donc de la violence. Et puis derrière, Sami Zayn qui est venu aider Dragunov et Bron Breakker qui a tout simplement tabassé tout le monde, qui a lancé tout le monde dans les poteaux à la table des commentateurs. Dragunov il s'est trouvé à travers la table des commentateurs. C'était le gros bordel. Tout le monde a fini à l'hôpital. Et bah c'est reparti pour Bron Breakker. C'est reparti là. Il va pas lâcher, il va pas lâcher. Face à celui qui n'est plus l'underdog. Et oui. Non, non, écoute, super. Enfin, ouais, super segment. J'ai trouvé Bron Breakker pas mal, qui montre un petit peu de personnalité là avec cette petite passe d'armes micro avec Sami Zayn, mais et en même temps de la roublardise là avec ce chip shot. Donc, je trouvais ça pas mal du tout. Un peu, enfin, déçu n'est pas le terme, mais en tout cas surpris de cette intervention immédiate de Ilya Dragunov qui m'a donné des vibes un petit peu de feu notre ami Ricochet qui est tu sais, ouais, le gentil qui débarque pour aider, on sait pas trop pourquoi, comme ça, tout de suite au pied levé, qui Dragunov vient. qui met un orteil dans la ricochet zone. Ouais, ouais, mais ouais, on a l'impression vraiment qu'il a pris le job de Ricochet qui est parti là, voilà, du mec qui vient sauver, enfin s'interposer de temps en temps histoire de servir de chair à canon. Là, il est arrivé tout de suite, il s'est mis au chevet de Sami Zayn. Je trouve que c'était assez, bon, c'était un Ouais, peu ouais, visuellement d'accord. un petit peu étrange. Mais bon, soit. En tout cas, derrière, après, par contre, il a envoyé un sacré match, Dragunov. Mais ce qui m'a fait doublement penser un peu vraiment à Ricochet, c'est vraiment, du coup, bon, voilà, il était là histoire de vraiment de faire la chair à canon. Mais bon, match bien vénère, très belle. Alors pas victoire hein, parce que victoire de Dragunov fondamentalement par DQ, mais bon voilà le vainqueur c'est clairement Bron Breakker qui a marqué encore une fois les esprits avec des spots assez monstrueux et puis ce lancer de chaise des commentateurs hein, donc c'était pas une chaise c'était pas la chaise pliante habituelle hein, c'est vraiment ils ont envoyé la grosse chaise de bureau pleine face dans Dragunov qui l'a complètement stoppé donc j'ai trouvé que visuellement ouais, fin de match très impressionnante. Et donc, bah, écoute, manifestement, nous allons avoir le droit à un chapitre 2 pour Bron Breakker et le titre intercontinental. Et moi, ça me va bien parce que j'avais beaucoup aimé ce que j'ai vu samedi à Money in the Bank. Et j'ai bien aimé aussi, voilà, comme tu l'as raconté, ce petit développement de personnage de Sami Zayn champion qui assume enfin un petit peu plus aussi son rôle. Donc ça me plaît bien tout ça. Ouais, ouais, ça avance bien. Ouais, moi je vois un Sami Zayn qui reprend la confiance, quoi. On a marre du Sami Zayn qui se plaint et qui est pris dans ses pensées. Voilà, je comprends, il est comme ça de toute façon, sûrement au naturel, mais voilà, il faut un petit peu changer de braquet pour justement nous proposer quelque chose d'un petit peu plus riche et puis surtout pour valoriser celui qui un jour le fera tomber, quoi. Hein. Parce que si tu bats Oui, l'ultimate tout à fait. Oui, underdog, oui, c'est sûr. hein, Mm. c'est pas Ce sera pas si glorieux, quoi. très glorieux donc. Ah non, 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 non. Donc, bah voilà, ouais, partie 2 le chapitre 2 qui commence. Alors, une histoire qui, peut-être on aimerait que ça se termine, c'est Karrion Kross qui en a toujours après le New Day, dans une vidéo qui était tout à fait dispensable, où il interpelle
Xavier Woods à les rejoindre, hein, finalement, à laisser tomber les vieux croutons comme Kofi Kingston. Autre moment incroyable, c'est Damage Control qui a battu Kaden Carter, Katana Chance et Lyra Valkyria. Damage Control qui nous a gratifié d'une vidéo où ils disent que Damage Control a perdu le contrôle, mais qu'ils vont reprendre le contrôle. Moi j'ai trouvé ça presque frustrant parce que je me suis dit, bah justement, c'est un bon angle ça. Un Damage Control qui a perdu le contrôle, c'est-à-dire qu'elles deviennent complètement folles. Donc ça aurait été peut-être plus... Elles vont tout péter, ça serait pas mal. Bah non, en fait elles veulent reprendre le contrôle. Bon, d'accord. Donc elle rentre dans le rang aussitôt. Par contre, derrière, le retour de Sonya Deville, et il y aura beaucoup de retours ce soir. Sonya Deville, qui accompagne Zoey Stark et Shayna Baszler. On les avait vus, hein, les filles discuter ces dernières semaines. Donc ça sort pas nulle part, c'est plutôt sympa. Donc bah, des fighteuses, hein, des combattantes MMA, hein, tout simplement, des bagarreuses qui forment donc une alliance et qui viennent donc exploser Damage Control. Derrière, on aura une petite interview, les filles se chauffent un petit peu pour dire qu'elles vont simplement prendre le contrôle, elles aussi, de cette division féminine, tag team, voilà, un peu fourre-tout, la division fourre-tout féminine. Bon, voilà. Que retient-on? Que faut-il retenir de tout ça? Ouais, pas grand-chose. Enfin, en tout cas que Katana Chance, Kaden Carter, Lyra Valkyria, c'est vraiment pas ouf. Damage Control, bah écoute, en fait, redevient Damage Control. Ouais, c'est vrai qu'on avait vu des petits sursauts de charisme un peu de Yoskai qui semblait s'émanciper un petit peu du groupe et d'un seul coup, finalement, elle revient copine avec enfin dans un petit 3v3 un petit peu sans saveur. Et puis en plus derrière, elles se font poutrer par un nouveau groupe qui vient de débarquer, qui a même pas de nom et tout. Enfin bon, bref. Ouais, d'autres une qui sort de retraite là. Ouais, donc bon, c'est du damage control dans le texte. Ouais. Donc écoute, ouais, voyons voir ce que Shayna Baszler, Zoey Stark et Sonya Deville sont capables de produire, même si j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'on cherche à créer un nouveau trio là comme ça. En plus, il y a même pas des histoires de titres là-dedans. Après, il y a les championnes tag team qui viennent les interrompre lors de leur interview. Donc, oui, c'est vrai, il y a ça après. Mais en l'occurrence, tu dis pourquoi former un trio pour cette histoire de mettre tout ça dans la division tag team. Bon, mais ouais. Si Deville soit plus dans un rôle de manager un peu, je sais pas, mais. Bah ouais, c'est ce qu'on peut imaginer. Et dans ce cas-là, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la damage control, c'est comme tu l'as dit, c'était un damage control dans le texte. Hein. La scission qui n'en est pas une, la faction qui fait semblant d'imploser, mais en fait non, et qui a l'impression va tout détruire, puis en fait non, elles se font poutrer au final. Donc c'est le damage control tel qu'on le connaît depuis 2 ans et demi maintenant. Donc il n'y a pas, c'est une belle constante au moins. Hein. Il y a pas trop de surprises. On nous annonce que Gunther va faire un petit face-à-face avec Damien Priest bientôt. Eh ouais, Gunther, Damien Priest, c'est pour SummerSlam. Donc à Cleveland. Ça aussi, ça va être sympa à suivre ce match-là. Ça va bien déboîter. Et écoute, bah justement, en parlant de Damien Priest, on va parler du Judgment Day. Il s'est passé pas mal de choses. On était notamment au début de show Adam Pearce qui discuter avec Dominic Mysterio qui se plaint tout simplement de son match mix avec Liv Morgan face à son père et Zelina Vega. Il dit écoute, ouais je comprends, mais en fait vous foutez le bordel là, les uns les autres dans vos matchs depuis le début, donc en fait non, ce match il reste. Et puis derrière il y a Liv Morgan qui arrive, elle est toute contente hein, pour ce match. Vraiment la Dominic fait la gueule, mais alors Liv Morgan, une vraie groupie hein, tout au long de la soirée. Elle est voilà, celle qui a poussé pour ce match pour que Dom puisse montrer qui est le vrai daddy des Mysterio. Il est vrai papa. Et Dominique, il y a un petit fond, voilà. Ah ouais, c'est vrai que maintenant que tu parles de mon c'est vrai père, que ça sonne bien. Ça sonne bien. Donc il va y avoir toute cette petite relation comme ça qui va être jouée dans des séquences backstage un peu tout au long de l'épisode. On a notamment le Judgment Day en coulisses. Ça discute avec Seth Rollins. Ça, c'était pas mal. Cette petite passe d'armes entre Damian Priest et Seth Rollins. Voilà. On adresse vaguement le problème. Je sais plus si c'est là ou si c'était peut-être dans l'opener. Seth Rollins qui dit, ouais, l'arbitre a fait une erreur. Bon, bah, ça arrive. Voilà.
On se Ouais, souvient un petit peu de ça arrive. ce moment un peu étrange d'Damian Priest dont on n'aura jamais la réponse. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a une faute, une faute de l'arbitre officiellement. De toute façon, le mec s'est arrêté de crotter, donc à partir de là, c'est l'arbitre qui est en tort. Sa propre discrétion, mais là c'est vraiment une grosse discrétion. Et puis les deux hommes, voilà, se parlent. On rappelle la stipulation. Si Damian Priest perdait, eh bien, il devait quitter le Judgment Day, mais surtout si Seth Rollins perdait, il avait plus le droit d'affronter Damian Priest pour le titre de champion du monde. Sauf que Damian Priest, par rapport à ce qui s'est passé, je trouvais ça pas mal. Il a dit écoute, on oublie notre gentleman agreement, comme on dit, notre petit accord. Voilà, on s'est serré la pince. Pour ça, finalement, il y avait rien d'officiel. Et bien après mon match face à SummerSlam, quand j'aurai battu Gunther, eh bien on pourra reprendre notre guerre là où on l'avait laissé. Et derrière, il répond à un appel téléphonique mystère. C'était très sympa, cette petite passe d'armes là entre les deux hommes, j'ai trouvé. Damien Priest Oui. et Seth Rollins. Ouais, très cool. Ouais. On reprend le chemin de Damian Priest. Ça y est, un babyface. Enfin, babyface. Non, mais voilà, toujours cette ligne grise un petit peu là. Ouais, homme d'honneur. Voilà, c'est ça, homme d'honneur qui s'émancipe un peu du Judgment Day par des. On sent que c'est celui qui il a une loyauté envers son groupe qui est indéniable mais c'est celui qui a les valeurs, sans doute le code moral ou les valeurs les plus pures dans son groupe, ce qui fait que naturellement en fait il produit ce face turn par l'exemplarité. En fait, c'est assez voilà, depuis quelques semaines là, c'est assez bien fait. D'ailleurs ça du coup ça donne encore plus de relief un peu à cette stipulation pour Money in the Bank, qui était, moi j'avais trouvé un petit peu étrange. Non pas que je l'avais pas comprise, mais je trouvais que c'était un peu bancal ces enjeux. Puis finalement, voilà, c'est bien réintégré à l'histoire et le fait qu'il revienne dessus de lui-même vis-à-vis de Seth Rollins, qui lui disent non, mais en fait, bon, écoute, voilà, Stipus, c'est bien gentil, mais c'est l'intervention de CM Punk qui fait qu'il a encore trop de choses à prouver. Qui fait qu'il fait sauter lui-même cette stipu. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. C'est très intéressant ce qu'ils font avec Damian Priest et on verra après pour la suite du Judgment Day que ça va sans doute avoir voilà, des implications futures assez fortes. Alors, McDonough et Carlito qui justement affrontaient Awesome Truth ce soir avec Braun Strowman dans les parages, qui étaient dans l'équipe, pardon. Bon voilà, à la fin du combat, c'est le gros bordel à l'extérieur ringside. On a Strowman et R-Truth qui font la chenille, enfin le train-train à deux. Voilà, c'est duo. Voilà, ils ont pris des places duo sur voyagesncf.com là, dans leur train inouï. Donc ça c'était marrant, c'était marrant. Et puis Balor qui en profite pour faire un énorme dropkick sur R-Truth, alors que Braun Strowman pourchasse McDonough dans la foule. R-Truth donc il tombe sur le Miz qui était en contrebas et derrière le coup de grâce sur R-Truth pour le compte de 3 et donc une belle victoire là du Judgment Day. Donc voilà, pas de gros impact à ce moment-là, mais derrière, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'avait pas tout demandé. Où était Dominic Mysterio pendant ce temps-là? Dominic Mysterio, il était dans les vestiaires avec Liv Morgan et ils se préparaient tous les deux pour leur match. Et donc, Domino qui dit ouais, moi j'ai pas besoin de m'entraîner, je suis prêt, je suis toujours prêt. L'autre elle lui dit mais si, il faut s'échauffer, c'est important pour éviter les claquages. C'est tendu. Ouais, t'es très tendu, Dominique. T'es très tendu. Dominique, n'oubliez pas, voilà, pour la petite référence. On l'avait mis. C'était comment la réplique déjà? Tendu comme un. T'es tendu comme une crampe ou je sais plus quoi, non, tendu comme un string ou tendu comme une crampe, je sais plus. Non, t'es tendu. Moi, si t'es tendu, c'est que t'es tordu. T'es tordu, t'es tordu. Ah, ça m'a fait marrer, ouais, évidemment, pour T'es Dominique. tendu, Natacha. Ouais. Bref, et elle commence à lui faire des assouplissements, elle lui étire la jambe dans une position très explicite, où on est vraiment dans des situations compromettantes, on va dire. Pardon. On était à l'ancienne, là, un petit goût d'attitude era là qui revient évidemment qui débarque Damien Priest.
la bande de Judgment Day, tu vois leur tête apparaître, à Finn Balor, McDonough et Carlito, vraiment les trois, voilà, comment ça s'appelle, les trois troufions, enfin voilà, qui ont Ouais. leur tête là qui Non, mais, dépasse. c'est Stooges, je sais vraiment plus comment ils les appellent ça. trois, les trois colocs de dortoir, tu sais, c'est vraiment Ouais, qui, qui, qui débarquent et dit ouais, regardez, regardez. regardez, regardez. Oh, on était dans une sitcom, quoi. Ah ouais, C'est non, assez non, ouais. terrible. Et là, l'autre, il dit, ouais, enfin, t'as bien pris il engueule Dominique. Je crois que c'est terminé cette histoire, donc Liv Morgan s'en va. D'ailleurs, il dit, j'espère que tu vas apprendre les conséquences de tes actions. On retombe un petit peu là-dessus. Décidément. Et l'autre, ouais, ouais. Et là, il dit, ça devrait pas être, ça devrait pas être difficile quand même. Ça devrait pas être hard. Et, Ça et là, devrait t'as pas être dur. Carlito qui Ouais. regarde ouais, ça devrait pas être dur, merci. Parce que c'est une bonne traduction en français pour ne pas causer de la blague. Et là, Carlito regarde le pantalon, l'entrejambe de Dominique, puis il dit, voici, c'est très très dur là quand même. Ça m'a l'air quand même très dur là. Exceptionnel. Oh là là, Exceptionnel, l'humour de exceptionnel, dortoir, exceptionnel. l'humour de salle de garde. Ouais, moi, ça me plaît, moi. Voilà, 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 voilà. Pour qu'on fait les nocturnes, la nuit, faut, voilà, ça devrait pas très haut. Et puis donc tout le monde, Balor discute avec Damien Priest. Il dit alors c'est quoi, il y a des nouvelles et tout, et il dit que Dominique va découvrir ce soir la petite surprise de Damien Priest après pas. Voilà, on est dans la gaudriole, mais je me suis poilé, hein. Oh, je me suis poilé. Oh, ouais, moi, j'ai adoré. Adoré. Ces petites scénettes sont très, très bien. Toujours très bienvenues et Carlito m'a fait mourir de rire. Quel Ah ajout ouais. finalement à ce groupe. J'adore ce tonton Vislard là qui vient toujours, qui vient toujours avec le bon mot. Donc, ouais, c'était très marrant. Bref, on va arriver tranquillement au main event pour avoir le fin mot de cette histoire quand même. Liv Morgan et Dominique Mysterio qui affrontent Zelina Vega et Rey Mysterio. Alors, voilà, une Liv Morgan qui est vraiment un groupie, hein, fallait regarder, hein, tout le jeu de regard entre les deux, entre Dominique et Liv Morgan Ouais. pendant l'entrée de Zelina et Rey Mysterio. C'était du caviar. Ils sont vraiment parfaits dans leur personnage. Et voilà, t'as Liv Morgan qui veut pas le lâcher, mais qui est trop contente, trop excitée d'être avec Dominique, et Dominique qui veut la repousser, mais en même temps que lui aussi il est content d'être là finalement, surtout que voilà, c'est face à Rey Mysterio, face à son père, et c'est parti pour le match. Je trouvais un excellent match dans la lignée de ce qu'avaient proposé les filles d'ailleurs en weekly. Voilà, on s'échange coup pour coup, les 619 qui sont balancés, autant Rey Mysterio que Zelina Vega. On fait des splashs, on tente le tout pour le tout. Donc évidemment c'est en mix, hein, donc quand un monsieur rentre, et ben les mesdames Bien sortent, et sûr. quand ces dames sortent, ces messieurs sortent, entrent et ces messieurs sortent. Vous avez compris la logique. Derrière, Zelina Vega se bouffe le poteau, Ray monte lui sur le turnbuckle et Liv Morgan balance une chaise sur le ring pour distraire l'arbitre. Hein, c'est une spécialité de Dominique Mysterio, donc elle a appris des plus grands. C'est une fan numéro un, la fan numéro un de Dominique. Liv Morgan derrière qui ne s'arrête pas là puisqu'elle fait chuter Rey Mysterio jusqu'à l'un du turnbuckle et derrière le frog splash de Dominique pour la victoire qui est célébrée par un gros câlin. Et là on a le petit et ben Dominique qui se laisse tenter, hein, qui se laisse tenter. Le bisou n'est pas très loin, mais le bisou n'ira pas jusqu'au bout puisque la musique de Rhea Ripley retentit. Mamie est de Ça y est. retour. La surprise du chef, Damien Priest est là. Alors là, Liv Morgan se barre, elle prend la fuite. Et quand Rhea Ripley arrive sur le ring, elle est en colère face à Dominique, qui a la tête baissée, hein, comme un loup gamma là dans une meute. Comme vraiment, c'est genre tête Ouais. baissée, pris le pénis dans le pot de confiture, hein, excusez-moi l'expression, hein, mais si Carlito faisait les analyses de ketchup, il sait ce qu'il aurait C'est dit, sans hein, doute ce voilà, qu'il comme dirait. ça. Voilà. La saucisse, voilà, il aurait dit la saucisse dans le pot de confiture, un truc comme ça, la quenelle, voilà, le Ouais, boudin, peut-être, peut-être. je ne sais pas, le tacos dans le pot de confiture. Peut-être, Alors, peut-être le on tacos. va, on va, et Le tacos peut-être, dans le peut-être, guacamole. Ouais, c'est ouais, ça. voilà, voilà. Merci Jessica. Bon, quitte à aller à fond, autant y aller Voilà. à fond, comme Voilà ma dirait. contribution. Ce sera mis ton épitaphe évidemment, hein, qui sera gravé. Merci. Et le show se Merci. termine donc par ce coup de colère, hein, de Rhea Ripley qui repart avec un Dominique tout penaud. Eh bien, quel retour de Rhea Ripley, hein.
on s'en doutait sûrement, hein, avec voilà, c'était les gros clins d'œil de Damien Priest depuis le début de l'épisode, mais c'est quand même une grosse surprise, hein, après seulement quelques mois d'absence, le retour de Mamie et elle est pas contente et Dominique, eh ben, il va devoir se faire tout petit. Ah oui, ça y est, la patronne est de retour. Écoute, ouais, quel coup de théâtre, magnifique, magnifique mise en scène là aussi du retour. Alors que, euh, alors que comme tu l'as dit, voilà, après des semaines à résister, à faire un peu le blasé, Dominique, qu'on avait marre, même si on avait bien compris que, d'ailleurs, comme Damien Priest le dit chaque semaine à juste titre, que s'il avait fallu vraiment mettre un terme à cette histoire, ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. Donc sous-entendant quand même que bah, c'est qu'il a pas non plus peut-être envie de bâcher Liv Morgan. Il y avait quand même voilà généralement voilà Daddy Dom n'avait pas non plus témoignait pas d'un grand enthousiasme hein, dès qu'il était aux côtés de Liv Morgan. Et là là on arrive au quasi climax où on a l'impression qu'il est au bord de craquer avec cette célébration finale. Assumé hein, avec Liv Morgan, il la prend dans les bras, machin, avec la joie d'avoir battu son père. Paf, on a le retour à ce moment-là. Donc c'est évidemment extrêmement bien fait, extrêmement bien produit. Liv Morgan qui s'enfuit tout de suite, complètement apeurée. Hein, là, vraiment c'est terrible. J'ai l'impression qu'elle voit le diable en personne la revenir. Donc elle s'enfuit dans les gradins pendant que Dominique lui fait tête basse comme tu l'as dit. Bon, bah, écoute. Super. Alors évidemment, voilà, c'est avant tout un moment. Maintenant, la question, ça va être un peu la suite. Ça va être les semaines suivantes. Mais voilà un twist. Voilà un coup de théâtre qui donne très clairement, en tout cas moi me concernant, envie de brancher ma télé la semaine prochaine pour savoir ce qui va se passer. Et notamment parce que bah il peut y avoir beaucoup de choses hein, qui peuvent se passer. C'est ça qui est très sympa. Avec écoute forcément voilà, Dominique qui va se faire taper sur les doigts mais est-ce que le couple ce couple étrange hein, de dominant dominé va subsister avec le retour de Rhea Ripley. Il y a aussi le rôle de Damien Priest là-dedans hein, qui donc clairement l'avait teasé déjà depuis plusieurs semaines que en fait lui il était en contact avec Rhea Ripley tandis que Dominique Mysterio lui mentait un peu en disant qu'il contactait régulièrement Rhea Ripley. Donc finalement pendant son absence c'est Damien Priest hein, qui a vraiment entretenu le contact avec Rhea Ripley. Rhea Ripley qui revient, on l'avait prédit hein, comme une babyface de fait parce que elle a turné avec son absence puisque Liv Morgan avait fait un tel taf en son absence que Rhea Ripley allait évidemment revenir sous la pop, donc c'était sûr. Le fait qu'elle soit Damien Priest va peut-être aussi avoir son rôle à jouer dans les tensions naissantes qui sont subrepticement, discrètement distillées là dans le groupe du Judgment Day, puisque on sait qu'il y a quand même souvent des jeux de regard hein, avec Finn Balor et Damien Priest depuis un moment. Donc ouais, tout ça va être passionnant à suivre parce qu'on voit que les alignements sont un petit peu chamboulés. Dans le Judgment Day, il y a une cohésion qui n'est pas claire à tout un tas d'étages. Donc voilà, le retour de Rhea Ripley s'annonce passionnant pour ce qui est déjà, pour moi, je trouve, voilà, l'angle le plus prenant de Monday Night Raw. Enfin, avec tout ton récap, tu l'as dit. Enfin, ils sont partout dans l'émission. Ouais. Donc le fait que Rhea Ripley revienne, c'est évidemment que ça va pas changer. Donc non, bah écoute, c'était top et ça annonce plein de bonnes choses. Ouais. Je l'ai dit, hein, c'est difficile de compartimenter. Peut-être que va falloir que je me fasse une raison et que j'arrête d'essayer à chaque fois de regrouper les storylines parce que le Judgment Day, c'est partout, ça dégouline de partout, ça contamine tout et c'est compliqué. Donc je vais peut-être revenir à des choses plus simples, à reprendre les choses dans l'ordre chronologique parce que voilà, et puis on va pas se plaindre quoi. On va pas se plaindre tellement. Tu l'as dit, c'est un des angles les plus chauds. De toute façon, depuis des mois, hein, depuis des mois, je m'en détienne effectivement le show rouge sur leurs épaules. Et là, ce retour avec un peu de manigance, effectivement, hein, Damien Priest qui fait une surprise. Ben évidemment que c'est une surprise qui n'est pas qui peut être un peu malicieuse, hein, finalement. Hein, il reproche clairement. Il met Dominique Mysterio devant ses responsabilités. Hein. Les actions ont des conséquences. Hein.
le thème de cet épisode. Donc c'est marrant quand tu as des C'est le thématiques thème comme de ça, cet épisode. des motifs comme ça qui se retrouvent sur plusieurs storylines. Je trouve. Alors, en général, enfin voilà, on est. Enfin, c'est le summum quasiment de l'écriture pour un weekly, toi. Enfin, voilà, il faut pas trop demander de choses à un weekly, mais quand en plus t'arrives à tout lier via une thématique globale, je pense que bon, voilà, on va pas trop, on n'est pas non plus, mais calmons-nous, mais enfin quand même. Moi j'ai kiffé, moi j'ai kiffé. Et puis ce finish Absolument, qui absolument. visiblement a manqué de temps une fois de plus. Alors visiblement, si tu regardais sur le USA Network. C'était coupé, alors je sais pas quand, mais effectivement, quand il y a eu le logo qui est apparu, il y a encore eu 1 ou 2 minutes derrière. Il va falloir qu'il fasse attention parce que Ouais, déjà la dernière apparemment, fois, il ouais. s'était fait avoir encore avec Liv Morgan et le fameux bisou. Ouais, moi je pense que là Ouais. on nous cook, hein, parce que derrière, bah, les gens ils font quoi? Ils vont voir la vidéo sur les réseaux sociaux pour voir, mais qu'est-ce qui s'est Eh passé? oui. Ça a coupé, ça a Eh coupé. oui. Ne soyons pas Ouais, naïfs, ne ouais, soyons non, je suis pas naïfs. d'accord. Ah oui, on te la fait pas, toi, voyons, Je suis d'accord avec évidemment, toi. le roi des Bah réseaux non, sociaux. bah non. Allez, bah c'est comme ça que se termine ce show rouge. Exceptionnel une fois de plus, hein. Mais est-ce vraiment exceptionnel quand on a droit à une telle qualité chaque semaine, Giscal? Je te pose la question. Ah bah écoute, non, en effet, non, bah, tu as raison. Ils banalisent le très très haut niveau là en ce moment. Non, bah, écoute, encore une fois, comme tu as dit, hein, un très très bon épisode avec, bah, du coup, un top, un flop et une note. Alors c'est ça, hein, la suite Oui, oui, bien sûr, oui. Effectivement, je l'ai pas des événements. officialisé tel quel, mais Bien sûr, bien sûr. on en est là, on en est là. J'attends toujours Oui, il faut vraiment les le dire. cue et le signal. Ouais, ouais. Ok, ok. Les choses soient Non, bah claires, écoute, les mon choses top, soient dites. il y a, il y a de quoi, il y a de quoi piocher dans le top. Mais écoute, alors, je l'avais mis sur Discord. Ouais, c'est vrai que je me suis. Ah, désolé, hein, c'est en dessous de la ceinture, mais ouais, le tacos dans le guacamole là, enfin le coup de Carlito là, qui avec sa petite punchline venue d'ailleurs là, ça m'a l'air quand même bien dur pourtant. Moi, j'étais plié en deux. Enfin, franchement, j'ai trouvé la séquence, c'était hilarant. Voilà, désolé pour ceux qui aiment l'humour plus fin, mais moi, ça m'a fait mourir de rire, donc ce sera mon top cette semaine. Mais voilà, plus globalement, ça traduit un top, on va dire, à, voilà, cet excellent épisode pour le Judgment Day et tout ce que ça annonce. Le flop. Ben écoute, on en a parlé, allons-y. Un flop peut-être un petit peu dur, mais malgré tout, ouais, c'est cette bon, qui s'est bien fini, mais voilà, les Wyatt Six cette semaine, ouais, ça m'a un petit peu gonflé là, le coup de le petit hit de Jey Uso en mode cartoon, enfin tu sais genre Looney Tunes là, et puis Hmm. je m'en vais la fumée dans le ring et encore Nikki Cross avec un paquet, ouais, c'est too much là, c'est too much. Attention. Et puis le côté un peu spooky, surnaturel, tout ça. On a dit arrêter avec. Bon, je comprends hein, le côté scénique du truc, mais Ouais, ouais, ouais. je pense que ouais, il va falloir passer peut-être un peu à autre chose et qu'on ressente. Voilà, je trouve qu'on a vraiment perdu cette menace absolument d'un autre monde qu'on avait sur leur arrivée pour quelque chose qui est devenu un petit peu théâtral, mais dans le mauvais sens du terme là. Donc attention. Ce sera le flop, mais malgré tout, magnifique épisode et on va aller sur un bon gros 4, allez, sur cette semaine, avec encore comme je le dis là depuis un petit moment, une période estivale vers SummerSlam qui est quand même gorgée de très très bons programmes là. Hein. Ouais. Bah effectivement, dans les flops de mon côté, il y a pas grand-chose. Euh, Est-ce que bon, je vais pas Ouais, moi je vais le donner effectivement ce Uso versus Gable. Je trouvais que le match était pas dingue et qu'on avait vraiment cette impression que c'est juste en attendant l'arrivée des Wyatt Six. Donc finalement, je me joins un petit peu à toi. C'est pas un gros flop, mais un sentiment on commence à peut-être attention, on n'a pas complètement quitté la possibilité d'emprunter la mauvaise direction dans cette storyline. Ouais, Donc ils sont pas encore complètement dans le vrai. ouais, on pensait peut-être, voilà, je me suis un petit peu emballé, on pensait que ça y est, ils avaient pris la bonne décision. Bon, tout ça est sauvé par l'arrivée de Bodalas.
dans le bureau d'Adam Pearce, donc on y croit encore. Mon top, je vais le donner à Liv Morgan et Dominic Mysterio, le duo terrible, qui m'ont fait marrer et surtout que j'ai trouvé investi quoi, vraiment dans leur personnage. L'alchimie entre les deux était super en fait. J'ai trouvé l'alchimie, ça fonctionnait super bien et ça m'a fait kiffer. Le Judgment Day, c'est de la balle. C'est de la balle. Je te rejoins, un gros 4 pour cet épisode de Raw. Allez, c'est l'heure de se quitter. Je vous rappelle que Catch-Up analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Pour ne manquer aucun épisode, c'est simple, il suffit de vous abonner. C'est gratuit et c'est très simple. Nous sommes disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast et réseaux sociaux. Vous les connaissez, c'est Catch-Up CDC. Je te remercie, Giscard, voilà, pour ce Raw du lendemain. Encore un Raw exceptionnel. Passer ensemble, c'est toujours un plaisir. Eh ben écoute, un plaisir partagé, ravi d'avoir pu échanger et vivement SummerSlam maintenant. Ah ouais, voilà, SummerSlam est droit devant nous, c'est pareil, il y a un Cleveland, ça va être la folie. On a encore beaucoup de choses qui peuvent se placer. On a quelques grosses affiches, hein, évidemment, qui sont déjà placées. Est-ce que tu y crois, toi, au Rhea Ripley versus Liv Morgan à SummerSlam? Écoute, pourquoi pas, je sais pas quel format va prendre la carte de SummerSlam, mais ce sera sans doute, on va s'éloigner. De toute façon, il y a face à Attends, oui, j'ai rien dit, pardon. Non, rien dit, vas-y. Non, mais j'imagine qu'on va s'éloigner de ce format à 5 matchs là qu'il y a depuis un moment pour revenir sur quelque chose d'un peu plus WrestleMania-esque. Bah écoute, ouais, pourquoi pas, clairement. Liv Morgan contre Rhea Ripley aurait tout à fait sa place à SummerSlam avec toute l'histoire qu'il y a maintenant entre les deux et ouais, en tout cas, c'est sûr que ce sera nettement plus excitant que le Bayley contre Nia Jax qui s'annonce. Ah là, c'est gratuit là. On était là, on se quitte comme on va se quitter là-dessus comme ça sur des balles perdues. Voilà, c'est même pas perdu hein, parce que c'est visé, c'est calibré, c'est volontaire. C'est volontaire. Allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Après avoir fait un plaidoyer pour la division féminine en opener, t'as pas pu t'en empêcher.